Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission Bell Talk, l'émission où nous explorons les enjeux cruciaux qui façonnent notre pays. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Mohamed Sdeki, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, pour discuter des défis et des opportunités qui se présentent dans le secteur agricole marocain. Bienvenue M. Sdeki et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour cette rencontre. Alors, Monsieur Stekri, pourriez-vous nous donner un aperçu des mesures prises pour assurer le bon déroulement de la campagne agricole en cours? Cette campagne agricole vient dans un contexte très compliqué et difficile, après 2 années sèches, et puis dans un contexte mondial d'inflation qui a influencé les prix des intrants agricoles. Donc, tous ces facteurs ont été pris en considération pour la préparation de cette campagne qui a commencé le 15 septembre. D'abord à travers la préparation de l'ensemble des intrants qui sont nécessaires pour les agriculteurs. Deuxièmement, l'intervention de l'État à travers des appuis à plusieurs intrants qui ont un impact sur le coût de production. Les engrais azotés qui sont importés, l'urée, l'ammonitrate, le sulfate d'ammonium, sont tous des marques qui sont, enfin des engrais qui sont importés. Et l'État a mis des aides de 40 jusqu'à 50% au niveau des engrais. C'est historique, la première fois. Et sur l'ensemble du territoire, sur toute la quantité qu'on va consommer pendant une année, 500 000 tonnes. L'action qui concerne les céréales, d'abord la préparation de 1,1 million de quintaux de semences sélectionnées par la Sonacos et le privé, à des prix subventionnés à concurrence de 1/3. Le 1/3 des prix de cette semence est supporté par l'État. Le 1000 dirhams de subvention par hectare pour la semence de betterave sucrière. Également donc les semences, pour la première fois dans l'histoire encore, les semences de 3 légumes importants, la tomate, l'oignon et la pomme de terre, de 40 à 60% du prix, parce que les semences de ces cultures coûtent très cher et augmentent donc la valeur, si vous voulez, donc le coût de production. Nous avons l'action sur les filières animales également, la subvention donc de l'alimentation animale, parce que les parcours ne sont pas au rendez-vous, et donc l'orge, avec une approche nouvelle en termes de distribution, l'approche de guichet ouvert, c'est-à-dire que l'éleveur peut acheter la quantité qui lui convient, il suffit qu'il prouve qu'il est éleveur ou agriculteur. Donc nous avons déjà en cours de distribution 5 millions de quintaux, à peine 1 million de quintaux qui sont déjà consommés. Et l'objectif, c'est global, si vous voulez, c'est 18 millions de quintaux. Nous avons l'aliment composé aussi pour la production de lait, la filière donc animale qui produit le lait. Et puis, il y a toute la question de l'eau, d'abreuvement dans le milieu rural, où il y a un programme donc très intense qu'on est en train de mettre en œuvre et qu'on va accélérer donc davantage, en plus des appuis aux races améliorées pour donc la production de viande et la production laitière, qu'elles soient importées ou produites localement, et puis toutes les mesures que nous avons mises en place, notamment l'importation de lait, de poudre, et également la reconstitution, si vous voulez, du cheptel à travers donc l'action sur l'équilibre. La reconstitution du cheptel constitue un objectif essentiel parce que ces filières ont perdu leur équilibre après le Covid. Donc comment les retrouver? Donc, plusieurs mesures ont été mises en place. Évidemment, tout ça en parallèle avec la continuité de l'investissement et de l'appui de l'État aux agriculteurs
pour donc continuer à investir, qu'ils soient petits, très petits, grands, chacun a ses mécanismes. On ne mélange pas les différentes catégories, mais chacun a ses mécanismes. Pour les petits, l'État contribue jusqu'à 70% des projets d'investissement. Et pour les grands, l'État donne des incitations pour mobiliser l'investissement privé. Pour 1 dirham, le privé investit 2,5 jusqu'à 3 dirhams selon donc les différents projets. Donc cette année, ça sera une année de croisière en matière de déclinaison des contrats programmes signés avec la profession comme axe de mise en œuvre de la stratégie Génération Green. Merci. Alors, concernant la mobilisation des terres collectives, c'est un élément crucial pour augmenter la productivité. Quelles sont les initiatives visant à mobiliser ces terres d'une manière équitable et durable? Alors, les terres collectives est un levier qui a été annoncé par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, dans ses discours, comme étant donc une incitation importante pour mobiliser les jeunes vers le secteur agricole. La tutelle des terres collectives, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc on travaille avec le ministère de l'Intérieur pour mobiliser ces terres. Il faut les identifier, les cartographier, et puis voir les ayants droit, la liste des ayants droit. Et donc nous avons mis en place les incitations pour ces jeunes. Donc l'idée, c'est de les affecter à des jeunes qui ont moins de 40 ans, avec quand je dis incitation, c'est-à-dire un appui au projet, ça va jusqu'à 30-40%, en plus des incitations habituelles, universelles. Et donc aujourd'hui, on est autour de 350 jusqu'à 400 000 hectares qui est déjà identifié, qui est mobilisé par le ministère de l'Intérieur, et les projets d'affectation, les appels d'offres sur l'appel d'offres, parce qu'il faut que donc les bénéficiaires présentent un projet selon des critères et tout en respectant les potentialités de ces terres, les potentialités régionales. Ils ne peuvent pas produire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut donc qu'ils présentent un projet pour qu'il soit sélectionné. Donc il y a tout un travail d'accompagnement. Nous avons mis en place à travers le royaume, donc dans chaque région, ce qu'on appelle les CRGR, les centres d'entrepreneuriat pour les jeunes dans le secteur agricole, pour pouvoir donc collecter les idées de projet et les accompagner pour concrétiser à travers donc l'appui à l'établissement des business plans, et puis également pour compléter les incitations de l'État, les aider à trouver des financements avec les banques pour leurs projets. Effectivement, le programme d'entrepreneuriat des jeunes en agriculture, c'est un élément clé de la vision 2030. Comment ce programme est-il mis en œuvre et quelles opportunités offre-t-il aux jeunes entrepreneurs agricoles? Donc d'abord, la première action, c'était d'aller vers de décentraliser, d'aller vers les régions et de rapprocher, si vous voulez, l'information et puis l'accompagnement et l'encadrement des jeunes dans les régions, pas seulement dans les régions, même dans les provinces. Donc le travail de proximité pour qu'ils puissent donc exprimer leurs idées. Leur accompagnement, donc nous avons mis en action le conseil agricole à travers l'ONCA, c'est-à-dire l'Office national du conseil agricole. Nous avons également mis en action toute une série de conventions avec le Crédit agricole du Maroc, qui est pour travailler dans ces centres également, utiliser l'information qui vient dans ces centres pour appuyer les projets. Et aujourd'hui, des milliers, je dirais, de séances de formation à travers le royaume ont été dispensées pour les jeunes. De nombreuses idées de projets aujourd'hui ont été traduites en termes de projets, de business plans, et plusieurs projets ont vu le jour déjà sur ces 2 années. Donc, et puis le travail évidemment continue, et donc et ça va s'accélérer
parce qu'il faut, au fur et à mesure, on diversifie également l'appui et surtout l'appui au financement avec des mécanismes nouveaux, par exemple Forza, par exemple le mécanisme à l'initiative donc de l'entreprise qui sont très incitatrices, et puis surtout la formation donc des jeunes pour au niveau du secteur et l'élargissement de ces actions au-delà de la production, l'élargissement à tout ce qui est service, c'est-à-dire ouvrir la porte à toutes les techniques et technologies digitales en matière de conseil agricole, en matière donc d'innovation, et ça c'est toute une cible de jeunes qui est donc visée. D'accord. Alors, passons maintenant à la génération Green, ce programme qui est lancé déjà depuis 3 ans. Quel bilan faites-vous pour ce programme? Génération Green, c'est très simple, deux fondements. Premier fondement, donner la priorité à l'élément humain, donc élément humain et son développement au cœur de l'équation de développement, avec plusieurs axes. D'abord, faire émerger une classe moyenne à travers des incitations, l'attraction des jeunes, etc. Et la modernisation du secteur et puis l'organisation professionnelle également, très important, avec des organisations de nouvelle génération et puis l'appui au conseil à travers le digital. Le deuxième fondement, c'est une agriculture durable et coefficiente. Et donc à travers la consolidation amont-aval des chaînes de valeur de production, tout ce qui est green tech en termes donc d'énergie et en termes de contrôle et en termes de modernisation des circuits de distribution, et évidemment les ressources, deux ressources importantes, l'eau mais le sol également, très important. Aujourd'hui, en termes de bilan, deux axes de mise en œuvre de la stratégie, c'est le niveau de la dimension territoriale, donc le développement de plans agricoles régionaux qui comprennent les plans agricoles provinciaux également et qui donnent de la visibilité à l'ensemble des partenaires parce que c'est une sorte de contractualisation d'ici 2030. Aussi bien les producteurs que les autres secteurs qui sont donc impliqués. Deuxième dimension, c'est la dimension filière ou alors chaîne de valeur. Et là, nous avons organisé les chaînes de valeur ou là, les professionnels le long des segments de la chaîne de valeur en interprofession, fédération interprofessionnelle. Donc pour chaque produit, par exemple les agrumes, nous avons un interlocuteur qui est le président de cette fédération. Et cela nous a permis d'établir des contrats-programmes, une contractualisation avec ces professionnels pour donc asseoir les bases d'une même vision en termes d'objectifs et puis les moyens qu'on va mettre en place et combien l'État va mettre en place et combien les professionnels, quels sont leurs engagements et combien ils vont mettre en termes donc d'investissement. Évidemment, ces contrats-programmes incluent tout le monde, les petits agriculteurs, les moyens, les grands, etc. Mais comme j'ai dit, chacun son mécanisme. L'État appuie et investit pour les petits, elle leur développe un capital de production et puis elle leur donne. Et puis pour les grands, on les incite à mobiliser leurs propres fonds pour produire. Et donc, aujourd'hui, ces contrats-programmes sont en train d'être mis en œuvre. Et nous avons également l'investissement dans transverse, par exemple en matière de l'eau. Nous avons déjà, sur les 2 années, atteint 800 000 hectares de goutte à goutte, par exemple, pour l'irrigation. Donc au total, c'est-à-dire que nous avons ajouté déjà 150 000 hectares depuis le début de Génération Green. Nous avons pu maintenir les niveaux de production pour plusieurs filières. Il y a certaines qui ont diminué, mais nous avons montré donc une forte donc résilience. Et dans cette période qui est très difficile, une période très sèche,
Et nous avons également lancé l'agriculture solidaire, notamment les plantations de nouvelles espèces qui sont résilientes, telles que le caroubier, telles que le cactus, telles que les rosacées, notamment l'amandier, l'olivier. Nous avons étendu également les plantations. Donc c'est une dynamique très importante, malgré les conditions très difficiles en matière sur le plan hydrique. Et donc le climat de confiance en termes de doing business dans ce secteur, avec l'ensemble des agriculteurs, surtout les petits, continue, nous permet donc de continuer à l'investissement en parallèle à la gestion de cette crise, polycrise je dirais, et qui affecte le secteur agricole également. D'accord. Alors, concernant la protection sociale des agriculteurs, c'est un enjeu majeur. Pourriez-vous nous parler des mesures prises pour améliorer la sécurité sociale et le bien-être des travailleurs agricoles au Maroc? La protection sociale est l'un des axes du grand chantier de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour généraliser, si vous voulez, la protection sociale. Et donc l'AMO est le premier axe. Alors les agriculteurs sont concernés. Donc la première des choses que nous avons faites au niveau du gouvernement pendant ces 2 années, c'est d'abord de publier les textes et les textes d'application. Parce que c'est pas aussi facile que ça. L'AMO, pour être adhérent à la CNSS, il faut identifier d'abord donc tous ces agriculteurs et les identifier en détail, c'est-à-dire quelles sont leurs ressources et qu'est-ce qu'ils gagnent. Parce qu'il va falloir déterminer combien ils peuvent cotiser. Vous voyez, ce qui n'est pas facile. Ça a pris du temps, évidemment, mais aujourd'hui, ils sont impliqués, ils sont inclus dans le chantier, comme tous les autres fonctions et les autres les fonctions libérales. Alors, au niveau du secteur du ministère, ce que nous avons fait, c'est que nous avons changé les tâches ou les missions du ministère pour ajouter le côté social. Nous avons mis en place des divisions, des services au niveau local pour aider la CNSS justement à communiquer avec les agriculteurs. Donc toute la base de données des agriculteurs, grâce au registre agricole national que nous avons mis en place sur une base donc juridique, et la CNSS dispose aujourd'hui de cette cible, et donc les agriculteurs commencent donc à payer. Bien sûr, il y a eu un retard. Parce que c'est pas évident, si vous voulez, de lancer donc la machine, un retard, et le gouvernement a passé une loi la semaine dernière, donc le conseil de gouvernement, pour une amnistie sur les arriérés passés pour les agriculteurs. Donc, c'est-à-dire on va mettre le compteur à 0 et on recommence. Donc les agriculteurs, on les incite aujourd'hui à aller s'inscrire au niveau de la CNSS et puis à corriger les données, parce que l'agriculteur peut changer de statut, si vous voulez. Donc il faut, s'il avait de la terre qu'il a vendue, ou s'il avait des vaches qu'il a vendues ou qu'il a achetées, etc., il faut qu'il mette à jour ces données, et donc on les incite à communiquer donc, avec la CNSS. Alors une dernière question pour finir. Face aux défis climatiques et environnementaux, comment le modèle agricole marocain se transforme-t-il pour devenir plus résilient, et quel rôle joue l'innovation, effectivement, et la technologie dans cette transformation? Aujourd'hui, le modèle agricole marocain d'abord est reconnu comme un modèle qui a son identité par donc plusieurs organisations internationales, par nos partenaires, plusieurs pays, et puis plusieurs pays, notamment les pays africains, demandent le modèle marocain. Alors, pour qu'il devienne plus résilient, il n'y a pas meilleur test que ce que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, nous vivons des difficultés. Aujourd'hui, nous ne disposons que de 900 millions, si vous voulez, de mètres cubes d'eau pour produire. Et pourtant, nos marchés sont bien approvisionnés, ils sont là, ils continuent. Et donc, si vous voulez, l'équation, je dois résumer ça, l'équation aujourd'hui, c'est de faire beaucoup plus avec beaucoup moins en termes de ressources, notamment l'eau. Et
la solution, la résolution de cette équation ne peut venir que de la recherche et de l'innovation, qui va nous aider justement à trouver des solutions à des défis. Et il y a beaucoup de défis nouveaux, justement, et tels que les technologies agricoles, telles que l'efficience d'utilisation de l'eau, telles que la protection contre les maladies, les nouvelles maladies, etc., etc. Donc c'est la technologie, c'est l'innovation agricole qui nous apportera. Et d'ailleurs, je saisis cette occasion pour dire que la prochaine édition du SIAM, la 16e édition à Meknès, du Salon international de Meknès, le thème des conférences va être focalisé autour des assises de la recherche agricole nationale. Merci, alors je vous remercie, Monsieur le ministre. Est-ce que vous aimeriez ajouter un petit mot? Je voudrais tout simplement saluer les producteurs, les agriculteurs, surtout les agriculteurs qui sont dans les montagnes, les éleveurs, et qui sont de vrais soldats pour notre sécurité alimentaire et notre souveraineté alimentaire. Merci, et voilà qui conclut notre épisode aujourd'hui. Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur le ministre Stéri d'avoir partagé son expertise et ses projets visionnaires pour l'agriculture marocaine. Je tiens également à remercier toute l'équipe pour leur soutien inestimable dans la réalisation de ce projet. Je suis Nessima Kab, j'ai été ravie de vous accompagner tout au long de cet échange. Merci à tous et à très bientôt.